www.escape.fr. Bicyclette avait été remarquablement bien cachée. Elle avait été à demi glissée sous une saillie de rochers, puis on l'avait dissimulée avec de l'herbe morte et des broussailles. Même maintenant que le camouflage avait été enlevé, il n'était pas facile de la voir. Liporne la contempla, se disant d'abord que celui qui l'avait dissimulée ici avait trouvé cette cachette de nuit, avec la lune pour seul éclairage. Et 2 jours auparavant, ce n'était que la demi-lune. Les implications étaient suffisamment claires. Celui qui avait amené ici le corps d'Ernesto Cata pour le cacher sous un amas de terre éboulée connaissait très bien le coin. Ou alors, il avait tout prémédité. George Bowlegs le connaissait sûrement et, pensa Liporne sur la défensive, 1 millier de Zunis le connaissaient aussi. Il se mit au travail, méthodiquement. La bicyclette avait été poussée jusque-là le long d'une piste tracée par des cervidés. Liporne la suivit à rebours jusqu'à un chemin tracé par les moutons qui descendaient la pente. Le chemin descendait à l'oblique vers le nord en direction du pueblo Zuni. Il vérifia tout, travaillant lentement. Quand il atteignait le groupe d'arbres où Cata s'était vidé de son sang, il était midi. Il passa 3 heures de plus dans ce petit périmètre, la plupart du temps accroupi, à examiner le sol poussiéreux. Il y avait là 5 séries de traces récentes. Il élimina rapidement les marques de talons de caoutchouc Goodyear laissées par Pasquanti et celles des semelles quadrillées de l'oncle Cata, qui avait découvert le sang. Ce qui laissait des bottes de cow-boy, sans doute celles de George Bowlegs, qui étaient descendues de bicyclette à proximité des arbres. Les chaussures de piste d'athlétisme à 5 pointes de Cata et les mocassins portés par celui qui avait poussé la bicyclette, sur laquelle il avait chargé le corps du garçon. Liporne s'assit sur un pan de rocher et réfléchit à ce que ces traces lui apprenaient. Pas grand-chose. Le crime ne semblait pas avoir été prémédité, tout au moins pas entièrement. Quand on prévoit de porter un corps assez loin sur un terrain accidenté en escaladant une colline, on ne porte pas des mocassins si on a le moindre respect pour ses pieds. On porte des chaussures aux semelles et aux talons plus résistants. L'homme qui portait des mocassins avait attendu en se cachant parmi les genévriers. Placé là en embuscade, il aurait pu frapper Cata si son intention avait été de le tuer. Mais il ne l'avait pas fait. Les mocassins avaient quitté leur cachette. Les mocassins et les chaussures à pointe s'étaient fait face suffisamment longtemps pour avoir le temps de se déplacer un peu et pour que la répartition du poids des corps se trouve modifiée. Ils s'étaient tenus tout près l'un de l'autre. Mocassin avait-il saisi le bras de Cata? Puis 3 grandes enjambées vers le bas de la colline et Cata était tombé et s'était vidé de son sang sur la terre assoiffée. Alors, Mocassin avait fait rouler le vélo jusqu'à l'endroit où le sang s'était répandu, avait hissé Cata dessus et s'était éloigné en le poussant. Mais il paraissait fort peu probable qu'il ait su qu'il pourrait utiliser la bicyclette. À moins que Mocassin ne fût George Bowlegs. Était-il concevable que ce garçon soit venu en vélo jusqu'ici, avec ses bottes de cowboys, ait posé le vélo, se soit dirigé vers les rochers et ait mis des mocassins? De toute évidence, ce n'était pas impossible. Mais Liporne ne voyait pas pourquoi il aurait agi ainsi. Il essayait d'imaginer ce que Mocassin et Cata avaient pu se dire lorsqu'ils s'étaient retrouvés nez à nez. Il n'avait pas le moindre élément pour avancer sur une hypothèse. Il alluma une cigarette. Un jet jaillit des genévriers dans un éclair de plumes bleues et fila vers Corn Mountain. Un mince filet de fumée bleue s'élevait en spirale de la cigarette de Liporne, puis s'effilochait dans l'air frais. Au nord,
Un avion en réaction traçait une ligne blanche dans le ciel. De façon répétée, tout au long de cet automne poussiéreux, de tels présages avaient annoncé l'arrivée de la neige. Et tout l'automne, après un été de sécheresse, ces présages avaient menti. Liporne étudia le ciel, le visage maussade. Il ne parvenait pas à mettre de l'ordre dans ses idées, ne trouvait pas trace de cet agréable plaisir abstrait que l'application précise de la logique lui apportait toujours. Au lieu de cela, il n'y avait que l'opposition discordante de l'improbable et du quasi-impossible. Un effet sans cause, un acte sans mobile, un chaos sans raison. L'esprit extrêmement ordonné de Liporne en souffrait. La dureté du grès commençait à lui faire mal aux fesses, mais il ne s'en préoccupait pas, de même qu'il ne se préoccupait pas de sa faim, obligeant ses pensées à faire abstraction de ses sensations, réfléchissant tout en contemplant, sourcils froncés, les pentes broussailleuses de Cornmontaigne. Liporne faisait partie du Tadi-Dini, le clan de ceux qui parlent lentement. Le père de sa mère était Nashibiti, grand chanteur des voix de la beauté, du sommet de la montagne, ainsi que d'autres rites guérisseurs. Un homme si sage qu'on disait que les gens de Beautiful Mesa avaient ajouté Austin à son nom, alors qu'il n'avait pas encore 30 ans. Il l'avait appelé grand-père, alors qu'il était encore bien trop jeune pour l'être vraiment. Liporne avait grandi auprès de Austin Nashibiti quand Nashibiti avait atteint l'âge mûr aussi bien en nombre d'années qu'en sagesse. Il avait grandi parmi les éleveurs de moutons et les chasseurs de Beautiful Mesa, parmi des familles elles-mêmes issues de familles qui avaient choisi de périr quand les cavaliers de Kit Carson étaient arrivés en 1864. Ainsi, les souvenirs tribaux, transmis de génération en génération, qui avaient peuplé la jeunesse de Liporne, n'étaient pas, contrairement à la majorité des Navajos de son âge, ces histoires remontant à leur grand-père, qui racontaient la façon dont ils avaient été conduits en captivité, la longue marche qui les avait emmenés loin des montagnes sacrées jusqu'au camp de concentration de Fort Stanton, la variole, l'insolence des Apaches, la misère, la honte, et finalement la longue marche pour revenir chez eux. Non. Les histoires de Nashibiti relataient le côté sanglant de la tragédie. Elles parlaient de deux frères armés d'arcs contre une troupe de cavaliers armés de fusils, de moutons passés au sabre, de hougan incendiés, du bruit des haches abattant les pêchers, du corps des enfants dans la neige, du rouge des flammes dévorant les champs de maïs, et finalement de la litanie des familles mourant de faim, pourchassées dans les canyons par la cavalerie de Kit Carson. Dans l'un de ces canyons où régnait la famine, une mère mourante avait donné le jour au garçon qui allait devenir Austin Nashibiti et le grand-père de Liporne. Pendant toute son enfance, ses oreilles avaient résonné des récits de son oncle, qui relatait comment une sublime bravoure avait répondu à une cruauté brutale. Comment Carson s'était prétendu l'ami des Navajos, et comment Carson, aidé par les huttes abhorrées, avait chevauché à travers les paisibles champs de maïs comme la mort sur un cheval. Mais en fait, Nashibiti n'avait jamais appris cette amertume. Lorsqu'il avait été initié au Yaibishai, au cours de la dernière nuit de la voie de la nuit, le nom secret qui lui avait été donné avait été celui qui pose des questions. Mais pour Liporne, 70 ans plus tard, il avait été celui qui répond. C'était Nashibiti qui avait enseigné à Liporne les mots et les légendes de la voie de la bénédiction, qui lui avait raconté ce que le peuple sacré avait dit au peuple de la surface de la terre sur la façon dont il fallait vivre. Lui, qui lui avait enseigné les leçons de femme qui change. Que le seul but de l'homme était la beauté. Que ce n'était que dans l'harmonie que l'on pouvait trouver la beauté. Et que cette harmonie de la nature était d'une incroyable complexité. Lorsque le bousier bouge, lui avait dit Austin Nashibiti, sache que quelque chose le fait bouger. Et sache que son mouvement affecte le vol du moineau,
que le corbeau oblige l'aigle à modifier son vol, que l'aile rigide de l'aigle infléchit la volonté du peuple ou du vent. Et sache que tout cela nous affecte, toi et moi, ainsi que la puce sur le chien de prairie et la feuille du peuplier. Ça avait toujours été le sens de ces leçons, l'interdépendance de la nature, chaque action, sa réaction, tout avait une raison. En toute chose, il y avait un ordre, et dans cet ordre résidait la beauté de l'harmonie. On apprenait ainsi à vivre avec le mal, en le comprenant, en découvrant la cause. Et ainsi, était-il possible d'apprendre graduellement et méthodiquement, si on avait de la chance, à toujours aller vers la beauté, à toujours chercher l'ordre derrière les choses et à le trouver. Liborne écrasa son mégot de cigarette sur un rocher, éparpillant le tabac d'un geste de colère. Il n'y avait aucun ordre là-dedans. Kata était mort sans raison. George Bowlegs n'avait pas pris la fuite au moment où il aurait dû le faire. Puis il l'avait fait, alors qu'il n'aurait pas dû. Liborne se leva et épousseta le fond de son pantalon kaki, sans cesser de réfléchir. Il se rendit compte que ce qui le tracassait le plus, ce n'était nullement ces très importantes incongruités, c'étaient les plus petites. Pourquoi Cecil Bowlegs lui avait-il dit que Kata avait volé des objets anciens sur le chantier des fouilles consacrées aux hommes préhistoriques? Cecil n'avait aucune raison de mentir en niant un tel vol. Pourquoi Cecil pensait-il que George fuyait un Kachina vengeur, alors que George avait dit à Suzanne qu'il allait à la recherche d'un Kachina? Et qu'était cette chose bizarre que Liborne avait vue à la toison de Jason? Cette chose à corps d'homme et à tête d'oiseau? Se pouvait-il que quelqu'un se soit affublé de l'un des masques de la religion de Zuni? Faire une telle chose dans un but étranger à la religion devait sans aucun doute être le pire des sacrilèges. Il n'y avait aucune réponse possible à ces questions. Liborne se mit à descendre rapidement la pente en direction du village Zuni. Le corps devait maintenant s'y trouver, et la cause de la mort était sûrement connue. Il allait s'en assurer. Et lorsqu'il en aurait le temps, il se pencherait de plus près sur la religion Zuni. Mais avant d'en arriver là, il s'arrangerait pour que Shorty Bowlegs soit suffisamment sobre pour pouvoir répondre à ces questions, même s'il lui fallait le boucler pour y parvenir. On comprend deux choses après cette lecture, c'est que il nous fallait un lexique. Donc, et ce lexique nous a quand même beaucoup aidé parce qu'il y a d'autres mots qui ne sont pas dans ta lecture, qui étaient compliqués, mais en fait c'est un des livres les plus difficiles à comprendre et à prendre en main d'Hillermann. Après tous les livres qui suivront, on aura ça en tête et ça sera beaucoup plus facile, on n'aura pas besoin de regarder à nouveau les lexiques, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'écriture de Hillermann est contraire complètement à l'écriture qui a été édifiée par les pères du roman noir, dont Dashiell Hammett, Chandler, McCoy, c'est-à-dire une écriture du comportement, où en fait c'est l'action qui explique ce qui se passe, ce que sont les gens, comment ils réfléchissent, etc. Là, au contraire, il y a sans arrêt des digressions, il se pose des questions, mais si machin fait le truc, et peut-être que, etc. Donc en fait, c'est exactement le contraire de ce que ma génération écrit. Ça devrait nous agacer, mais en fait, on est complètement dans cette écriture qui est très lente, qui avance lentement, qui réfléchit beaucoup. Et j'avoue franchement que, alors que je n'écris pas du tout comme ça, j'ai une fascination totale pour Hillermann. Et je pense que on a perdu quelqu'un vraiment de grande qualité. Mais c'est un homme qui écrivait complètement en dehors des codes du roman noir.